Oh les beaux jours, le podcast des frictions littéraires. Utopia Avenue. Entretien avec l'écrivain David Mitchell, animé par Yann Nicole, traduit par Valentine Leis et enregistré en public en mai 2022 au Théâtre de la Criée à Marseille, dans le cadre de la 6e édition du festival Oh les beaux jours. Bonjour à tous, bonsoir, merci d'être là. Très heureux de vous retrouver pour cette conversation avec un écrivain que j'aime beaucoup, que je suis très heureux de recevoir, l'écrivain britannique David Mitchell. Bonsoir et bienvenue à vous, mon cher David. On peut l'applaudir, il nous fait l'amitié et le plaisir d'être avec nous à Marseille. On accueille également Valentine Leis qui sera l'interprète, la voix française de David pendant cette conversation. Une conversation où on va parler de votre dernier roman en date, David, qui s'intitule Utopia Avenue, publié comme les autres en France chez votre éditeur historique des éditions de l'Olivier. Ce livre-là traduit par Nicolas Richard, que vous avez peut-être vu, qui était présent au festival d'ailleurs il y a un jour ou deux. C'est le 7e livre publié en France par David Mitchell, donc à l'Olivier. On se souvient bien sûr d'Écrits fantômes, de Cartographie des nuages, qui avait donné cette adaptation au cinéma qui s'intitule Cloud Atlas. D'autres livres dont on parlera peut-être, puisque l'une des spécificités de l'œuvre de David Mitchell est de à la fois créer des livres souvent de nature différente, mais aussi de créer des liens, des passerelles entre ces différents romans, avec notamment des personnages que l'on peut retrouver d'un livre à l'autre. Et on reviendra peut-être sur ces résonances entre les romans au fil de cette conversation. Mais on va d'abord parler de ce livre, Utopia Avenue. Utopia Avenue, c'est le nom du groupe de rock, de folk rock psychédélique, qui a une musique extrêmement singulière, on y reviendra, que David Mitchell met en scène dans ce livre. Alors c'est toute la vie du groupe sur 2 ans, 67-68, au début à Londres et puis un petit peu plus largement autour du monde et notamment avec un voyage aux États-Unis, on y reviendra. Naissance et mort d'un groupe, pourrait-on dire, avec toutes les étapes qui sont importantes dans ce trajet, la rencontre, le premier single, le studio, le premier concert, le succès et les premières emmerdes, j'aurais envie de dire, puisque souvent les problèmes arrivent avec le succès dans un groupe de rock. Et un livre qui parle de la musique, qui parle des musiciens, et puis qui parle bien sûr de cette époque, du swinging London, des années 67-68, et qui nous donne à voir peut-être aussi en miroir la réalité de notre contemporain. Voilà pour cette courte introduction. Je vais me tourner tout de suite vers David qui cherche quelque chose dans son sac pour l'instant, mais nous y voilà. David, peut-être une première question. Comme je le disais à l'instant, ce livre parle de contre-culture, parle de Londres, parle du rapport à la musique, parle du rapport au succès. Et il parle aussi des musiciens, et c'est peut-être par là que j'aimerais entrer avec vous dans ce livre, en vous demandant si vous aviez eu envie d'écrire un livre sur la musique, ou si vous aviez eu envie d'écrire un livre sur les musiciens. Thank you for that wonderful introduction. Merci pour cette merveilleuse présentation. And thank you to everybody here for being here on this beautiful day in Marseille. Et merci à vous tous d'être venus par cette très belle journée à Marseille. Unfortunately, I think I am allergic to something in the beautiful air of Marseille because my nose keeps running like a tap. Malheureusement, je crois que je suis allergique. Il y a quelque chose dans cet air magnifique de Marseille qui me rend allergique parce que j'ai le nez qui coule comme un robinet. It's not a very cool look for an author, sorry. C'est pas très chic pour un auteur. However, the question, did I want to write about music or about musicians? I wanted to write about art and collaborative art. I wanted to write about this strange organism that is called the band. I wanted to try to understand music. What is music? How does it work? Each of the chapters has a slightly different answer to that question. Music is a mystery, and it's beyond words. Every writer you will ever meet is either openly envious of musicians or secretly envious of musicians. I have given up being secretly envious, so
now I am openly envious. C'est un livre, donc est-ce que c'est sur la musique ou sur les musiciens ? Avant tout, pour moi, c'est un livre sur l'art et sur une forme d'art collaborative. Un groupe de musique, c'est un organisme étrange. Et ce que je voulais essayer, c'était de comprendre la musique, comprendre ce que c'est que la musique, comment elle fonctionne. Et donc, chaque chapitre du livre apporte une réponse différente à cette question. La musique, c'est un mystère, c'est quelque chose qui dépasse le langage. Et la plupart des gens sont soit ouvertement envieux des musiciens, soit le sont de manière secrète. Tout le monde est un petit peu jaloux des musiciens. Et moi-même, je suis ouvertement jaloux des musiciens. I would like to add that music is probably our first art form. We hear it in our mother's wombs, literally through the walls of her womb, but also the drum and bass of the heartbeat and the respiratory system. I think it is like the rhythm section of a band. La musique, je considère que c'est la première forme artistique à laquelle nous sommes exposés. Nous entendons la musique à travers la paroi utérine, quand on est dans le ventre de notre mère. On entend la percussion et la basse, qui est le souffle de la respiration, et ce rythme primordial qui est celui du corps. And music is maybe the most constant companion art form. It's perhaps the first art form that hugs us when we are going to kindergarten and singing "The wheels on the bus go round and round, round and round." You have this song in France? I hope so. Not okay. But yeah, and when you are a teenager, music is an art form that gives you an identity, and it gives you a tribe to belong to, and it gives you a glimpse of a possible future that might be yours. Pour moi, la musique, c'est aussi la forme artistique qui est notre plus proche compagnon dès le début de notre vie. Par exemple, quand on est au jardin d'enfants, dès qu'on est tout petit, il y a les comptines, donc comme celle que nous a chantée David, qui nous accompagnent. Quand on est adolescent, c'est la musique qui est la forme artistique qui nous donne une identité, qui nous donne une tribu à laquelle on se sent appartenir et qui nous fait aussi entrevoir l'avenir possible que l'on pourra avoir. When you're a little older, in your 20s and 30s, music is a kind of a teacher. It is a kind of practical philosophy, by which I mean words like, I understood jazz fusion before I understood abstract art. Then when you're older, music is a sort of a time capsule. You can play a recording that you first heard 40 years ago, and you remember the room you were in, and you remember how you felt. And I'm sure as I get even older, there will be new functions of music. So it's this super mysterious art form, and I wanted to write a book about it. So I did. Over. Et ensuite, quand on a 20 ans, 30 ans, la musique, pour nous, elle est comme un professeur qui nous enseigne une philosophie à travers la pratique. Moi, personnellement, par exemple, j'ai compris la musique jazz fusion avant de comprendre l'art abstrait dans les arts visuels. Et ensuite, quand on vieillit, la musique devient comme une capsule temporelle qui nous permet de nous remémorer. On peut mettre un morceau de musique qu'on a entendu 40 ans plus tôt et se souvenir encore de l'endroit où on était, la pièce où on était quand on l'a entendu, des sentiments qu'on ressentait à ce moment-là. Et ensuite, quand on vieillit encore davantage, la musique a sûrement encore d'autres fonctions qui se révèlent. Et donc voilà, pour moi, c'est la forme d'art la plus mystérieuse et c'est pour ça que j'ai voulu écrire sur la musique. On va reparler bien sûr du rapport aux chansons parce qu'il y a une vraie réflexion sur à la fois la brièveté
l'universalité et la postérité d'une chanson, et c'est des données dont on va parler bien sûr, mais il y a une chose que je n'ai pas précisée en introduction, c'est que ce groupe que l'on suit tout au long du roman, c'est un groupe fictif qui est fabriqué par vous, mon cher David, un peu d'ailleurs comme le fabrique le manager qui est à l'œuvre dans ce roman, puisque c'est quelque part un groupe un peu de briques et de broc qui est vraiment constitué par un manager qui veut former ce groupe. C'est donc deux questions en une. Pourquoi avoir, vous, choisi un groupe fictif, peut-être pour avoir plus de liberté, ou alors est-ce que vous aviez envie de vous prendre pour un manager ? Thank you for another great question. I chose a fictional band because fictional people cannot take legal action against you. And yes, of course, I wanted the freedom. Évidemment, j'ai choisi un groupe fictif parce que l'avantage des personnes qui sont fictives, c'est qu'elles ne peuvent pas vous faire de procès. Donc, évidemment, ça me donnait plus de liberté pour écrire. Cliché is carbon monoxide and anti-cliché is oxygen. Le cliché, c'est le monoxyde de carbone et l'anti-cliché, c'est l'oxygène. By which I mean... Ce qui veut dire... The narrative of the rock band already exists. It exists countless times in reality. It exists in the many memoirs and autobiographies and biographies of real musicians that I read. And the narrative of the rock band also exists in fiction too, in film and literature. And it's my job to subvert or invert or implode the cliched narrative and try to create something new. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a donc ce cliché du récit sur un groupe de rock qui est très présent, qui existe. Il y a un nombre incalculable de récits, de biographies, d'autobiographies sur des groupes de rock, de fiction, de films de fiction, de littérature sur ce thème de l'histoire du groupe de rock. Et mon travail avec ce livre, c'est de subvertir ce cliché, de l'inverser, de le faire imploser pour en faire quelque chose d'autre. One of the cliches is that the band are all the same social class, like the Beatles, and they meet at school, or they meet at art college, like the Rolling Stones or the Who. So I decided to have a band that didn't know each other before the beginning of the band. This meant they had to be curated by the manager. This doesn't happen in reality very often, so it was attractive to me. Also, the cliche is that the manager is a demon who steals all their money, or a vampire who steals all their money and treats the band very badly. So I tried to subvert this cliche by having the manager as a basically honest human being who sees his artwork as the band itself. Un premier cliché qui existe sur les groupes de rock, c'est que c'est des groupes de gens qui se trouvent réunis, qui appartiennent à la même classe sociale. Par exemple, les Beatles qui étaient à l'école ensemble ou qui étaient en école d'art ensemble, comme les Rolling Stones ou les Who. Et là, au contraire, j'ai voulu créer un groupe qui est fait d'individus qui ne se connaissaient pas avant de commencer à jouer ensemble et qui sont sélectionnés comme ça et rassemblés par un manager, qui est quelque chose qui ne se produit pas très souvent dans la réalité, mais que je trouvais intéressant. Un deuxième cliché, c'est la figure du manager comme une espèce de vampire qui va voler la créativité, l'argent de ses musiciens, qui va les traiter très mal. Et ici, j'ai choisi de faire un manager qui est un être humain tout à fait honnête et pour qui sa forme d'expression artistique, c'est de créer ce groupe. Final part, do I think of myself as the manager? I hadn't until Jan asked me the question, and it's pretty cool. Whenever a creator creates a creator, the metaphor is there
whether you like it or not, the metaphor that the created creator is a metaphor. Good luck. This is an impossible sentence. Let me start again. So Prospero isn't really Shakespeare, because Prospero is a wizard in The Tempest, and Shakespeare wrote The Tempest. However, you cannot avoid the metaphor that Prospero is metaphorically Shakespeare. And in the same way, I won't avoid the metaphor that I am metaphorically my manager. Good luck. Merci, thank you. Alors la question de savoir si moi-même je suis le manager, en fait je m'étais jamais posé la question, je trouve ça assez séduisant comme idée. L'idée c'est que quand un créateur crée un créateur, un personnage de créateur, il y a toujours une métaphore qui est évidente, mais pour autant, par exemple quand Shakespeare dans La Tempête crée le personnage de Prospero qui est un sorcier, on peut dire que Prospero est une métaphore de Shakespeare. On ne peut pas tellement échapper à cette métaphore. Je ne pense pas que c'est exactement le cas, mais en tout cas, on ne peut pas y échapper et la métaphore sera toujours là. Si le groupe est fictif, les lieux, l'époque et un certain nombre d'autres personnages sont des personnages réels. Et je pense notamment à certains points qui sont finalement presque des points de l'histoire du rock. Il y a un moment donné où le groupe Utopia entend pour la première fois la sortie de Sgt. Pepper. Il y a d'autres rencontres, notamment lorsqu'ils sont aux États-Unis avec Janis Joplin, d'autres. Est-ce que vous aviez envie, même à partir de ce groupe fictif, de poser comme ça des jalons de l'histoire du rock? Je parle de Sgt. Pepper, mais il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que vous aviez aussi envie, avec ces personnages fictifs, de revisiter quand même des grandes dates de l'histoire du rock? Part one, yes, certainly. I'm a music nerd, and these milestones in the history of rock and roll, in the history of music, they are my mental furniture, and I, like any artist, I like to put my mental furniture into my work. Part one. Alors première partie, oui, tout à fait. Moi, je suis un passionné de musique, je suis un nerd de musique, et pour moi, ces moments clés dans l'histoire du rock and roll, dans l'histoire de la musique, c'est vraiment mon décor mental. Et comme tous les artistes, j'aime introduire des éléments de mon décor mental dans la fiction que j'écris. Part two. The music scene was quite small. It would be strange if I didn't have real musicians in my fictional band. Soho is just 1 square kilometre, and it contained a majority of the music, the managers' offices, the publishing offices, the music publishing offices, recording studios, the bars, the venues. So, for example, David Bowie appears in my novel a couple of times. To be historically accurate, it would be strange if he didn't appear. And so this is another reason why many of the milestones are in the book. Et une autre raison, c'est que la scène, le monde musical, à l'époque, était tout petit. Et donc, ça aurait été bizarre si on n'avait pas croisé des vrais personnages, de vrais musiciens dans la fiction. Soho, où se passe l'histoire, c'est un quartier qui fait 1 km², dans lequel on trouvait tout le monde de la musique. Il y avait les bureaux des managers, il y avait les bureaux des maisons de disques, les studios d'enregistrement, les bars, les salles de concert. Et donc, par exemple, David Bowie apparaît quelquefois dans l'histoire, parce que c'était une manière aussi d'être exact sur le plan historique. Ça aurait été étrange si David Bowie n'avait pas à un moment fait son apparition. That wasn't a great answer, but my answer is basically yes, and I will try to make my future answers more witty and entertaining. Mais en gros, oui, la réponse était oui, et je vais essayer de répondre, d'avoir des réponses un peu plus intéressantes et divertissantes par la suite. Peut-être une autre chose aussi, je le disais en introduction,
On suit les débuts du groupe, leurs rencontres, on vient d'en parler, les galères aussi du début finalement d'un groupe de rock qui n'arrive pas à trouver son public. Et puis le succès va arriver, mais on a l'impression que souvent dans les groupes de rock, les problèmes arrivent au moment où le succès arrive. Il y a notamment cette scène où ils comprennent qu'ils sont inégaux devant la production des disques, ceux qui écrivent, ceux qui composent, et donc ceux qui touchent des royalties supérieures. Est-ce que vous diriez qu'il y a aussi cela, c'est-à-dire que le groupe de rock commence à connaître des problèmes quand il connaît le succès? It's hard to think of a rock band who did not have this problem. I guess only those bands who agree to share everything, irrespective of how much they work on a particular song. Only bands who say, if you are in the room, you are a co-writer. Only those bands really last, I think. Je pense que c'est dur de penser à des groupes de rock qui n'ont pas eu ce problème-là, sauf les groupes qui ont décidé de tout partager, quelle que soit la contribution de chacun à la création d'une chanson. Les groupes qui disaient, bon, dès le moment où tu es dans la pièce, au moment où on a fait la chanson, alors tu es un des co-auteurs de la chanson et tu touches des royalties à ce titre. Or a band which basically becomes the artistic vehicle for one alpha male, and it usually is male, an alpha male member, and everybody else becomes a sort of subcontractor, I guess like the Kinks. That would be an example of that model. Et ou alors, à l'inverse, ceux qui ont survécu aussi, c'est les groupes dans lesquels tous les musiciens étaient finalement complètement subordonnés à un espèce de mâle dominant qui prenait le contrôle de tout et pour qui les autres étaient des fournisseurs, des sous-fifres, comme les Kinks par exemple. Business is a machine for achieving what one person on his or her own cannot achieve. And a band is also a kind of a business. Collaborative artworks are interesting because one of the ingredients of the art, it becomes human psychology and the dynamics of interpersonal relationships. This actually becomes a part of the artwork. It's very different to making an artwork on your own, like if you're a novelist. It's much more like being a filmmaker, where you need 50, 100, 150 people to help you make it. Oh, that got long. Sorry, Valentina. Et finalement, une entreprise, c'est une machine qui est construite pour permettre d'atteindre des objectifs qu'une personne ne parviendrait pas à atteindre toute seule. Et un groupe de rock, c'est la même chose, c'est comme une entreprise. Et je trouve les œuvres d'art qui sont collaboratives m'intéressent beaucoup. Elles sont construites à partir d'un ingrédient qui est à la fois la psychologie de l'individu et les dynamiques de rapport interpersonnel entre ces différents individus. Et en cela, c'est très différent du travail solitaire qu'est l'écriture d'un roman. Par exemple, quand on fait un film, c'est une œuvre d'art qu'on produit pour laquelle on a besoin d'avoir 50 personnes, 100, 150 personnes pour travailler ensemble. Every band, even if it only has two members, it's more like an orchestra than a solo artist with one more. N'importe quel groupe, même s'il y a seulement 2 membres, c'est beaucoup plus proche de ce qu'est un orchestre que l'est n'importe quel musicien qui joue tout seul, même s'il n'y a qu'une seule personne de différence. But when it works, the results, as we know, are transcendental. Mais quand ça fonctionne, comme on le sait tous, les résultats sont transcendants. Oui, parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut dire, on va reparler peut-être de chacun des membres du groupe, c'est que vous décrivez aussi le plaisir, peut-être la jouissance qui peut exister à jouer ensemble, à avoir cette création collective, et puis en même temps à avoir l'adrénaline du concert, de la foule. Je ne sais plus lequel des musiciens dit que la drogue la plus pure, ce sont les applaudissements, et pourtant ils s'y connaissent en drogue à cette période-là. Il y a aussi cette idée d'un rapport d'intensité de vie, de la vie électrique, de la vie intense, quand on est un chanteur de rock. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez envie d'explorer par la littérature, de comprendre ce que peut représenter cette chose-là
d'être sur scène, d'être acclamé, cette intensité en réalité, parce que c'est très court et c'est très intense l'histoire de ce groupe. Sure. What Jan is referring to is a short section later on in the book. My novel is impossible. I'm trying to describe music in words, and that's an oxymoron. You can't do it. If you think of if you think of the song, since we all know it, Hey Jude by the Beatles, and then think of a 10-page description written in words about Hey Jude by the Beatles, then of course the description would be unreadable compared to just the joy and the beauty of the song. My novel is kind of like the 10 pages. I had to work out how to describe music in words. So that's part one. C'est une tâche impossible de décrire la musique en utilisant des mots. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, qui est impossible. Si on vous demande par exemple de prendre la chanson des Beatles, Hey Jude, et d'écrire 10 pages pour décrire avec des mots ce que c'est cette chanson, la description serait complètement illisible et ça n'aurait rien à voir avec la joie, la beauté que transporte cette chanson. Et mon roman, c'est un peu ça, c'est un peu cet exercice de 10 pages en essayant qui essayerait de décrire un morceau de musique. I quite like trying to write impossible books. Because why bother writing a possible book? It's already been done many, many times by people who are better at it than me. I prefer to try to write impossible books. And I think there's a relationship between, there's a direct relationship, an inverse relationship between ingenuity and audacity and originality in art and the deviousness of the straitjacket you're trying to get out of. So art is escapism, not from reality, well, although that's true, I guess, but art is also escapism from the straitjacket of the idea of the thing you're trying to write or make. I'll let you do that. Moi, j'aime écrire des livres qui sont impossibles. Je trouve que c'est pas la peine de se fatiguer à écrire un livre si c'est un livre qui est possible. Il y a déjà eu beaucoup de livres possibles qui ont été écrits par tout un tas de gens qui ont fait ça mieux que moi, donc je préfère me fixer une tâche qui est impossible. Et pour moi, il y a une tension entre toute l'ingéniosité, l'audacité, l'originalité qu'on peut mettre en œuvre et les contraintes de l'espèce de carcan qui nous empêche d'écrire. Donc pour moi, l'art, en fait, c'est essayer de s'échapper du carcan de l'idée de départ. Language is rubbish at describing music. Music is made of sound waves and rhythm, and written language is made of squiggles of ink on a page or pixels on a screen. However, language, literature, novels, they are great at describing the heart, the human heart. They're great at describing feelings. So in the scene that Jan was referring to, I tried to write about music, not by describing the music, but describing what it does to the person playing the music. Le langage est tout à fait incapable de décrire la musique. La musique, ce sont des ondes sonores, ce sont des rythmes, alors que le langage, ce sont des gribouillages sur une feuille de papier ou bien des pixels sur un écran. Mais par contre, la littérature, le roman, ce qu'ils savent faire très bien, et le langage, c'est d'écrire les sentiments humains, les sentiments et le cœur humain. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est écrire sur la musique, non pas en écrivant sur la musique elle-même, mais en écrivant sur ce qu'elle fait aux gens, sur ce qu'elle leur fait ressentir. Peut-être aborder encore une autre chose qui me semble très intéressante. Bien sûr, c'est la forme. On n'a pas parlé encore de cela. Le livre est composé de parties qui sont des albums, les chapitres étant des chansons. Alors,
bien sûr qu'il y a là un lien au sujet et finalement la forme correspond au sujet, mais elle permet aussi, me semble-t-il, quelque chose de plus important, c'est que chacune des chansons, donc chacun des chapitres, est consacré à un des membres du groupe, chacun à son tour, et que cela vous donne la possibilité justement de sortir du collectif pour dessiner l'histoire individuelle de chaque membre du groupe. Est-ce que vous pouvez peut-être aussi nous parler de cette volonté de fouiller en profondeur le parcours de chacun avant qu'il soit en commun? Those are two questions in one. So I'll answer the first one first. The first one is structure. If you could do that. Alors, ce sont deux questions en une. Donc, je vais commencer par la première question qui porte sur la structure du livre. The thing I make, that novel on the floor there, it's made of 5 things. It's made of characters, plot, ideas, language, and structure. Those are the 5 kind of basic Greek elements that every narrative is made of. Cette chose-là que j'ai fabriquée, ce livre que vous voyez par terre, elle est faite de 5 éléments qui la composent. Donc il y a les personnages, il y a l'intrigue, il y a les idées, il y a le langage et il y a la structure. Ça, c'est les 5 éléments qui composent le livre. So, in my impossible quest to write a novel about music, I tried to attune each of the elements of the novel to music. So the characters are musicians, the plot is the story of a band, the language has musical sections because, of course, there is a musicality in language. The ideas are about music. And then I had this idea, I can make the structure about music too by pretending the book is 3 LPs that the band make. Pretty meta, huh? Et donc, dans ma poursuite de cet objectif impossible qui était d'écrire un livre sur la musique, j'ai essayé de régler tous ces 5 éléments de manière à ce que chacun d'entre eux soit adapté à la musique. Donc, les personnages sont des musiciens, l'intrigue, c'est l'itinéraire, le parcours d'un groupe de rock. La langue, elle a une musicalité sur laquelle je me suis penchée. Les idées, ce sont des idées, des réflexions sur la musique. Et la structure, donc, je me suis dit, tiens, ce serait malin de reproduire là, c'est une structure effectivement de 3 albums, qui seraient les 3 albums faits par le groupe. Voilà, c'est assez méta tout ça. So part 2 of Jan's question, I think it's really why do I hop between the characters rather than write the novel from the viewpoint of an omniscient narrator who is looking down upon the band? Why am I kind of inside the band, hopping between the main 3 songwriting characters, plus occasionally the drummer and the manager? Et la deuxième partie de la question de Yann, donc ce serait pourquoi est-ce que j'ai choisi de sauter d'un personnage à l'autre plutôt que par exemple d'utiliser un narrateur omniscient qui soit en surplomb de l'histoire et qui nous la raconte. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de raconter l'histoire de l'intérieur en passant de l'un à l'autre des 3 personnages qui écrivent et composent les chansons, plus le batteur, plus le manager? Maybe my answer is profound in a superficial kind of way. Alors, je vais faire une réponse qui va peut-être être profonde d'une manière assez superficielle. It's because an artist's methodology derives from not really what they can do, but what they can't do. C'est que la méthode d'un artiste, elle dérive non pas de ce qu'il peut faire, mais de ce qu'il ne peut pas faire. So in this case, I can't really do an omniscient narrator. I'm no good at it. I can't look down on the world of my characters like God and decide what happens because I don't have a reality filter. I don't know what to leave out.
Et donc, dans mon cas, moi, je ne sais pas faire les narrateurs omniscients. Je ne sais pas faire cette perspective comme ça qui regarde d'en haut, comme si on était Dieu et comme si je décidais ce qui allait se passer, ce qui allait arriver au personnage. J'arrive pas à avoir ce regard avec un filtre qui permet de décider quels sont les éléments importants pour l'histoire. But I can overcome this problem if I either inhabit the characters and write first-person narratives, because then I know who they are and how they think and what they're going to do and what they'll say and how they'll say it. Once I'm inside a character's head, I can begin to, well, that's the key. I have to get inside the character's head to create a narrative. Or I write a sort of third-person narrative, but very, very close to a first-person narrative, like the rat on the head of the chef in Ratatouille. Et donc, pour dépasser cette limite que j'ai, mon choix, c'est d'habiter les personnages. Donc ça, je peux le faire soit en racontant, en faisant un récit à la première personne. Donc je serai à l'intérieur de la tête d'un personnage et je saurai vous dire qui il est, comment il pense, ce qu'il fait, ce qu'il dit, la manière dont il le dit, et ainsi de suite. Donc je suis à l'intérieur de sa tête et c'est ça qui est essentiel pour moi. Ou alors, je peux choisir de faire un récit à la troisième personne, mais qui reste très proche de l'intériorité du personnage, très proche d'une première personne, un peu comme le rat qui est sur la tête du cuisinier dans Ratatouille. So this is why I write the book from these alternating viewpoints. Also, it's the songwriters. So I'm inhabiting the heads of the creators, of the songwriters. There's a character called Elf, there's a character called Dean, and a character called Jasper. And it goes... sorry, it's Dean, Elf, Jasper. Dean, Elf, Jasper. Dean, Elf, Jasper. This is with a couple of offbeats. This is the structure of the book, and it makes a kind of waltz-like rhythm. And you can see how the characters develop and interact. There was just a tasty rightness about that structure. And once I had the idea, I never changed my mind. Et donc voilà pourquoi je choisis d'alterner les points de vue en fait. Et donc dans ce livre, j'alterne entre les points de vue des trois personnages qui sont les auteurs-compositeurs des chansons, les créateurs en quelque sorte. Donc je passe de Dean à Elf et à Jasper et j'alterne comme ça Dean, Elf, Jasper, les trois personnages. Et c'est ça qui donne, à quelques écarts près, qui donne la structure du livre. Et ça permet aussi, cette répétition, de créer un rythme à mesure qu'on voit les personnages qui se développent, qui interagissent. Et donc dès le départ, j'ai eu cette idée-là et ça m'a paru la meilleure idée. Peut-être pour parler un peu plus profondément de Jasper, qui est peut-être un des personnages les plus intrigants du livre, on revient sur son enfance et sur ce fameux toc-toc qu'il entend dans sa tête, dans son intériorité, depuis cette partie de cricket aux alentours de 15-16 ans. On a l'impression aussi que c'est un trajet pour essayer de comprendre comment on devient un génie ou comment on est quelqu'un qui devient un créateur de cet ordre-là. Est-ce que vous avez l'impression, avec ce personnage de fiction, d'avoir un peu mieux compris cette question-là ? Big question. I think we're probably 3 or 4 neurological Einsteins away from understanding what the mind is. And until we understand what the mind is, I don't think we'll really understand what this strange, slippery word, creativity is. Je pense qu'il faudrait au moins 3 ou 4 Einstein de la neurologie encore avant qu'on comprenne exactement ce qu'est l'esprit, comment fonctionne la pensée, et encore plus avant qu'on comprenne ce qu'est cette notion très, très glissante, très fuyante de la créativité. So maybe to answer this question, I'm perhaps like an 18th century surgeon attempting to describe the workings of the brain. I'm at a big disadvantage. But we all are, so that's okay.
Et donc moi, je me considère un peu comme un chirurgien du XVIIIe siècle, très arriéré, qui essaye péniblement de comprendre, de décrire ce qui se passe dans un cerveau. Donc je m'y prends très mal, mais moi, on est tous dans la même situation. But I think there are a number of paths up Mount Genius, not just one. There's quite a few routes and ways to get up there. Mais je pense que le mont la montagne du génie peut être... et il y a différents chemins qui mènent au sommet du mont Génie et que voilà, il y a différents chemins possibles qui peuvent être empruntés pour y arriver. One face we might call the pathological face. Essentially you're ill or you have some kind of mental condition. If it gets much stronger, then you won't be able to be an artist. You're going to have a very hard time just living. If it was much weaker, you wouldn't notice it. But if it's in this sort of Goldilocks middle state, then this can be a means of ascending what we might call Mount Genius. Et donc cette montagne du génie, inversant de cette montagne, ça pourrait être la maladie. Pensez que les génies sont des gens qui sont malades et que la créativité, c'est juste une maladie mentale. Et donc si cette maladie mentale est trop forte, on n'arrivera tout simplement pas à créer, à être artiste parce qu'on aura trop de difficultés à vivre. Si la maladie est trop faible, on n'aura même pas l'occasion de s'apercevoir qu'on a un génie. Mais donc il s'agit de cette espèce de voie du milieu, un peu comme Boucle d'or et les trois ours, la soupe qui n'est ni trop chaude ni trop froide, et qui sera peut-être la voie qui vous permettra de monter au sommet de la montagne du génie. If you've read one of my previous books called The Thousand Autumns of Jacob de Zoet, then you will know that Jasper is haunted by a sentient curse in his family tree. But if you haven't read it, then Jasper is moderately schizophrenic. Donc, si vous avez lu un de mes livres précédents qui s'appelle Les 1000 automnes de Jacob de Zoet, vous saurez que ce personnage donc, qui s'appelle Jasper de Zoet, qui est un descendant de Jacob, est hanté par une malédiction en fait, qui pèse sur la famille depuis des générations. Et si vous n'avez pas lu ce livre, vous penserez simplement que Jasper est un peu schizophrène. And Jasper's schizophrenia gives him images and experiences that he can turn into songs. And I would just like to say that I'm not romanticizing schizophrenia. It's a really tough disease, and anyone who has it and survives is very brave. So I'm not romanticizing it. However, it exists, and I have a good friend who's an artist, and he lives with schizophrenia. So I learned from him that while it's a very tough thing to live with, in some cases, for my friend at least, it can also be a kind of artistic ally. Et dans le cas donc de Jasper, sa schizophrénie se manifeste sous la forme d'images, d'expériences qu'il voit et qu'il transforme en chansons. Alors moi, je n'essaye pas du tout, j'ai pas du tout une vision romantique de la schizophrénie. C'est une maladie qui est très dure et les gens qui vivent avec sont très courageux et c'est une lutte très dure. Mais en tout cas, c'est un phénomène qui existe. Et j'ai un très bon ami qui est artiste qui vit avec cette maladie. Et donc, j'ai beaucoup appris de lui. Et j'ai appris que c'est à la fois quelque chose qui rend sa vie très difficile, mais qui, dans certains cas aussi, est une source de créativité, de création. Schizophrenia, as many of us will know, it's not the condition that Norman Bates has in Psycho. It's not multiple personality disorder. It is the superimposition of an imagined reality over the common shared reality. La schizophrénie, je dois préciser qu'il ne s'agit pas de la maladie dont souffre Norman Bates dans Psychose, par exemple. Ce n'est pas non plus la même chose que les troubles de la personnalité multiple. C'est plutôt une maladie qui fait qu'une réalité alternative se superpose à la réalité vécue. And we all do that. Professional novelists might do it more, screenwriters might do it more, but even when we remember, we are recreating a
an imagined reality. When we're thinking what's going to happen next year, we are also, all of us, conjuring up an imagined reality. So what I want to say is creativity is a kind of a scale. At an extreme end, we have pathologies like schizophrenia, but we are all on this spectrum. Et c'est quelque chose que nous faisons tous, c'est quelque chose que les écrivains font plus que les autres ou les scénaristes font plus que les autres, mais nous le faisons tous dans notre vie. Quand nous nous souvenons de quelque chose, nous recréons une réalité imaginaire. Quand nous nous projetons dans des choses qui pourront se produire l'année prochaine, nous créons une réalité, une autre réalité. Et pour moi, donc, la créativité, c'est une espèce de gradient où on a à une extrémité du spectre, on a la pathologie, et à un autre endroit du spectre, on a la création. A more prosaic path up Mount Genius is called the 10,000 hours path. And that's where you work 10,000 hours to get better and better and better at something. And I would recommend that path above the pathology path. Et un autre moyen, une autre voie pour arriver au sommet de la montagne du génie, c'est le chemin que j'appelle le chemin des 10 000 heures, c'est-à-dire travailler longtemps et travailler dur pour s'améliorer. Et c'est une voie que je recommanderais plutôt par rapport à la voie de la pathologie. That's my path. I'm a plodder, not a genius. C'est la voie que moi j'ai choisie. Moi, je suis un laborieux, je suis pas un génie. But don't tell my publisher, they think I'm a genius. Mais ne le dites pas à mes éditeurs parce qu'ils croient que je suis un génie. Ça sortira pas d'ici, c'est promis, David. Avant de donner la parole au lecteur, une chose qu'on n'a pas évoquée mais qu'on entend bien sûr tout au long de la conversation, c'est que c'est aussi un livre d'époque. Alors je l'ai dit, c'est très court, 2 années, 67-68. Et c'est une époque d'énergie, c'est une époque de libération à certains égards, même s'il reste des rigidités dans la société. C'est une époque où finalement il y a une forme de rapport à la révolte, à la révolution. Est-ce que vous aviez aussi envie de parler de ce temps-là et de mettre en avant ce temps de l'ouverture et d'un rapport peut-être à la révolte qui est évidemment très spécifique à ces années 60, de la révolte ou de la liberté, je ne sais pas comment... The exact words I would use is utopia glimpsing. You can glimpse utopia. There are some little historical windows where suddenly some kind of window opens and you can see a little light in the distance, and it's a light of a better world than this one we're in. One gift of literature to human culture is a name for this better light, and it's utopia, and that's why the book is called Utopia Avenue. Je décrirais plutôt ça comme le fait d'entrevoir une utopie, un moment où on entrevoit une utopie, où c'est différentes périodes dans l'histoire où des fenêtres s'ouvrent et on voit une petite lumière au lointain, on voit la perspective d'un monde meilleur. Et ça, c'est quelque chose, un cadeau que la littérature a apporté à la culture humaine, cette idée d'utopie. Et c'est le terme que j'utilise dans le titre du livre. Etymologically, of course, utopia means no place. So you can never get there because we all live in a place. It's Marseille or Cork. We live in a place where the ice cream shops close at 5 o'clock and you arrive 2 minutes late. So you never get to utopia. Étymologiquement, utopie, ça veut dire aucun endroit. C'est l'endroit qui n'existe pas. Donc c'est un endroit où on ne peut pas aller. Nous sommes tous dans un endroit qui est un endroit particulier. Nous sommes à Marseille, nous sommes à Cork. Nous vivons dans des endroits où le marchand de glace ferme à 5 heures et si vous arrivez 2 minutes trop tard, il est fermé. Et donc c'est un endroit, l'utopie, où on n'arrive jamais. However, those glimpses of utopia are vital to the upward trajectory of civilization. Et pourtant, ces petits moments où on entrevoit l'utopie, c'est des moments qui sont essentiels, qui sont vitaux pour la progression de la civilisation humaine. Things we take for granted in our own societies. We're going to have to get political here.
things we take for granted in liberal democracies, like votes for women, like universal suffrage, like affordable health care, like elections that allow you to get rid of the Boris Johnsons of the world before they become the Vladimir Putins of the world. Things we take for granted. Universal education. Things that exist in countries that people from other countries will risk everything to get into. These were once just utopian visions in the brain, in the visionary minds of nut jobs, of dreamers, of people who were called fools, LGBTQ rights, anti-racism legislation. These were once utopian visions. And they're absolutely crucial. So, long live utopia, even though we never get there. Thanks. Et toutes ces choses que nous considérons comme allant de soi dans nos sociétés, dans nos démocraties libérales, le vote des femmes, le suffrage universel, les soins de santé gratuits, les élections libres qui nous permettent de nous débarrasser des Boris Johnson de ce monde avant qu'ils ne deviennent les Vladimir Poutine de ce monde, l'éducation pour tous, les droits pour les personnes LGBT, l'antiracisme, toutes ces choses-là qui existent dans certains pays ou d'autres personnes qui vivent dans d'autres pays où ça n'existe pas meurent d'envie d'aller. Toutes ces choses ont, à un moment donné, été des visions utopiques dans les esprits de gens qu'on considérait comme des doux rêveurs, comme des dingues. Et donc toutes ces choses-là, toutes ces utopies sont cruciales. Donc je dirais longue vie aux utopies. Ben merci, je vais me tourner parce que je vois qu'il nous reste quelques minutes. Si vous avez envie, les uns ou les autres, peut-être de prendre la parole pour une précision, une question, un témoignage de lecture, n'hésitez pas à le faire. Vous pourrez de toute façon retrouver David pour un petit temps de dédicace, discussion dans le hall du théâtre. Mais si vous avez peut-être une question que vous voulez vraiment poser. I was in Japan for 7 years. I lived in Japan for 8 years, and in Japan we say the first person to ask a question gets 7 years good luck, and the second person gets 6 years, the third person gets 5 years, and it kind of goes down like that on a sliding scale. So if you want 7 years good luck, all you have to do is ask me a question, and it can be anything like, why am I wearing these socks? Anything is okay. J'ai vécu au Japon pendant 8 ans et au Japon, il y a cette idée quand on est dans une situation comme celle-ci où on dit que la première personne qui pose une question aura 7 ans de bonne chance, la deuxième personne aura 6 ans, la troisième personne aura 5 ans. Donc n'hésitez pas, allez-y, même si c'est une question absolument futile, comme pourquoi je porte ces chaussettes aujourd'hui. Ask a question, buy a lottery ticket. Posez une question et ensuite vous allez acheter un ticket de loterie. Hey, thank you. Hello. Puis-je demander en anglais si c'est permis? Okay, I'm just going to ask in English. It's easier. This is a kind of a non sequitur, but what advice, if any, would you have for a writer whose educational background is not in the literary arts, who is trying to break into the world? And how critical, or is it critical in your view, to pursue like a master's degree or something to make those connections? Alors c'est une question, donc quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a envie d'écrire mais qui n'a pas une formation, une éducation dans le domaine de la littérature? Est-ce que vous pensez que c'est important de passer des diplômes en écriture créative, un master ou quelque chose comme ça? There's a diplomatic answer and a not diplomatic answer. I will do the okay, non-diplomatic. Don't do the masters. Don't do something else. Work in this annoying job that's not letting you write. This will all be compost in the compost heap that you will take nutrients from as you work and learn how to write.
Je vais vous donner la réponse qui n'est pas très diplomatique, mais je dirais ne faites pas de master d'écriture, faites autre chose, continuez à travailler dans un travail un peu ennuyeux pendant que vous écrivez. Ce travail vous fournira comme un tas de compost dans lequel vous pourrez puiser des nutriments et donc continuez à travailler pendant que vous apprenez à écrire. I'm going to give you an order because I know you're talking about yourself. My order is 30 minutes of internet a day. Okay, so you can do your email, then 30 minutes, and that's it. And social media, just 30 minutes. Because the genius, the Einsteins of our age are not working in relativity theory. They're not working in the sciences or the arts. The Einsteins of our age are being paid lots of money to keep you on your phone. And Wikipedia is okay, that gains an exemption. The point is, the internet's the enemy, except for research, and just put all of that time into writing your own things. And it's okay if they're rubbish. You should see my first manuscripts; they're rubbish, but you can improve on rubbish. You can find the bits that aren't rubbish and amplify them and build them up. You can't improve nothing. You can't make great stuff out of nothing. You can make rubbish out of nothing. You can make something out of rubbish, and then you can make great stuff out of something. But just get going. Just write something, and it's okay if it's rubbish. I give you permission to write rubbish because everyone's. Margaret Atwood's first drafts probably aren't that great, but that's okay. Your first draft is the scaffolding. So people get discouraged because they sit down and they write stuff and it's no good. Of course it's no good. You're starting out, and even when you're not starting out, it's still no good. But yeah. Just the important thing is to do it. I'll just let peut-être Valentin do that, and then find me afterwards. I will not have a signing queue of 600 people to get through this evening, so you track me down afterwards, okay? Et donc ensuite, je vais vous donner un ordre, puisque j'imagine que cette question concerne vous. C'est passez pas plus de 30 minutes par jour sur Internet et sur les réseaux sociaux, parce que je pense que tous les Einstein, tous les génies de notre époque, ils sont pas en train d'écrire la théorie de la relativité ou de créer des arts ou de faire de la recherche scientifique. Ils sont payés pour inventer des moyens de vous conserver de vous garder sur votre téléphone. Donc Internet, c'est l'ennemi. Vraiment, passez votre temps. Utilisez votre temps pour faire des recherches et pour écrire vos propres textes. Et la deuxième chose, c'est que ça n'a aucune importance si c'est mauvais. Moi, vous auriez vu mes premiers textes, c'était très mauvais aussi. Mais l'important, c'est d'écrire quelque chose pour avoir quelque chose qu'on peut améliorer, qu'on peut développer. Quand on n'a rien, on ne peut pas l'améliorer. Donc il faut partir de quelque chose et écrire absolument. Il faut savoir, je suis sûre que les premiers livres de Margaret Atwood, ils n'étaient pas terribles. Le premier jet qu'on fait, c'est vraiment juste un échafaudage, un squelette et un point de départ pour s'améliorer. Madame a bien fait de venir parce qu'elle a eu un cours de littérature et 7 ans de prospérité. Donc c'est effectivement une rencontre très efficace pour elle. Écoutez, on va s'arrêter là, on est pris par le temps. On n'a évidemment pas évoqué avec David ce qui fait aussi le sel de ce livre, c'est-à-dire l'énergie, les histoires individuelles, les histoires intimes, les histoires de vie, de mort, d'amour et l'humour aussi, parce qu'il y a aussi des scènes qui sont évidemment très drôles. Je pense notamment à cette scène autour de l'émission de télé, le Melody Maker, me semble-t-il, où il y a aussi beaucoup d'humour, beaucoup de dérision. Et c'est évidemment des choses dont on ne vous a pas parlé, puisque vous le découvrirez dans ce livre Utopia Avenue. C'est à l'Olivier, traduction Nicolas Richard. David Mitchell, grand merci à vous. Et merci encore à toi, Valentine, pour ton travail toujours impeccable d'interprète. Merci beaucoup. Merci, David, et bonne soirée à vous. Le
Festival Aux les Beaux Jours remercie David Mitchell, ainsi que Yann Nicole qui a animé cette rencontre, et l'équipe du Théâtre de la Criée qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques de l'auteur sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 7e édition du festival Aux les Beaux Jours aura lieu du 24 au 29 mai 2023 à Marseille. Montage Clément Lemarié, voix Nicolas Lafitte, musique The Unreal Story of Lou Reed by Fred Nefché et French 79, un podcast produit par Des livres comme des idées.